Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la question de la prévention des assuétudes dans le cadre du travail de rue. À mes côtés, mon collègue Edgar Schotz, formateur et rédacteur en chef de la revue Drogue Santé Prévention chez Prospective Jeunesse, et nos deux invités, Yacine Medjoub et Younes Bouamar, tous deux éducateurs de rue au service de prévention de Gansoren. Younes et Yacine ont accepté de témoigner aujourd'hui de la manière dont s'est déroulé l'accompagnement dont a bénéficié leur service autour de la question des consommations et de prévention auprès des jeunes. Donc déjà, merci à eux. Accompagnement qui a été mené par Prospective Jeunesse, qui est un service spécialisé en prévention des assuétudes et qui travaille dans une optique de promotion de la santé. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est d'illustrer à travers l'expérience de terrain menée à Gansoren en quoi et pourquoi le renforcement des compétences des professionnels de première ligne est important en matière de prévention des assuétudes et comment se déroule un accompagnement proposé par un service spécialisé et puis comment cela peut amener, voire modifier la dynamique de groupe, d'un quartier, d'une communauté. Donc, juste un mot avant de rentrer dans le vif du sujet sur le contexte de ce webinaire. Donc, c'est une initiative lancée dans le cadre de la campagne Agir en prévention, campagne menée par plusieurs services spécialisés en prévention des assuétudes, dont Prospective Jeunesse fait partie. Globalement, l'objectif de cette campagne est de renforcer la visibilité des services spécialisés, des méthodes et outils qui existent en matière de prévention des assuétudes et qui sont disponibles principalement pour les professionnels de première ligne, notamment dans les secteurs social-santé. Donc, si vous êtes à la recherche d'une formation, d'un accompagnement ou d'outils divers, il existe un répertoire de services spécialisés et d'autres ressources disponibles sur le site de la campagne agirenprévention.be. Alors, juste encore un petit mot en termes techniques. Donc, vous avez la possibilité pendant tout ce webinaire de poser des questions et d'intervenir, soit via le chat, soit via l'onglet questions-réponses, ou si vous souhaitez prendre la parole, il y a la possibilité de le faire, mais il faut juste nous le signaler en levant la main dans l'onglet des options. Vous avez aussi la possibilité en fin de webinaire, quand vous vous déconnectez, de participer à une enquête de satisfaction. Donc, on vous invite vivement à le faire. Et pour ceux qui devraient partir plus tôt, je vais mettre le lien de l'enquête dans le chat. Comme ça, vous pouvez le faire en partant. Vu que vous êtes quand même nombreux et nombreuses aujourd'hui à ce webinaire, j'aimerais aussi vous inviter à mettre dans le chat l'endroit où vous travaillez, le nom de votre institution et pourquoi pas aussi votre fonction. C'est toujours intéressant d'avoir une vue d'ensemble de la diversité des profils qui sont derrière les écrans. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la main à Edgar. Merci beaucoup, Monica. Bienvenue à toutes et à tous, aux 66 participants, participantes, et ainsi qu'à Yacine Medjoub et Younes Bouamar, que je remercie encore une fois de leur participation à ce qui est une défense et illustration du travail qu'on peut faire en promotion de la santé avec différents intervenants sociaux sur les questions des consommations. Ce séminaire, dont la durée devrait se situer entre 1h30 et maximum 2 heures, se fera en 3 temps qui correspondent aux 3 temps du travail qu'on a pu accomplir, qu'on a eu le plaisir d'accomplir avec le service de prévention de Gansoren, c'est-à-dire dans un premier temps l'analyse de la demande, dans un deuxième temps la formation en elle-même et dans un troisième temps le retour, l'évaluation. A priori, mais ça dépendra évidemment un peu des questions et réponses qu'on recevra, enfin des questions qu'on recevra plutôt et de vos interventions. Nous avons prévu 3 temps d'échange à la fin, logiquement, de chacune des 3 parties de ce séminaire. Alors, histoire de faire un peu monter le suspense, je voulais peut-être commencer par dire que si on a choisi de présenter notre travail, c'est pas le service de prévention de Gansoren n'est pas le seul
le seul service d'éducateur de rue avec lequel nous avons travaillé. Mais si on a choisi d'illustrer notre travail avec eux, c'est que ça se termine en plus par une belle histoire que Yacine et Younes vous raconteront en fin de webinaire. Donc voilà, vous êtes pour vous tenir alléchés et en haleine jusqu'à 15h30, 16h. Ben, je vais peut-être tout de suite donner la parole à Yacine et Younes pour vous demander de présenter un peu ben, en quoi consiste votre travail, le service de prévention de Gansoren. Est-ce que chacun de vous deux y fait? Je ne sais pas qui veut commencer, Yacine ou Younes. Bonjour à tous, je me prénomme Mejdoub Yassine. Je suis éducateur de rue au service de prévention bientôt maintenant 11 ans. Le métier d'éducateur de rue, c'est un travail de rue avec des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, des moins âgés, travail social, travail scolaire, intergénérationnel, aide à la recherche d'emploi, aide à la recherche d'école. C'est vaste, c'est varié, quoi, en fait. Et mon collègue, ça fait 14 ans, lui, qui travaille ici au service de prévention de Gansoren. Super, merci beaucoup. Bah donc, on va entrer dans le vif du sujet, la première partie, comme je le disais, ce qu'on appelle dans notre jargon l'analyse de la demande. On est contacté fin 2020, en septembre 2020, par le service prévention de Gansoren. Je pense, oui, le partage d'écran est bien activé, avec une demande d'intervention par rapport à des problèmes de consommation dans la commune, de consommation problématique. À ce stade, la demande est encore un peu imprécise et comme on le fait chaque fois, on consacre au moins une séance de discussion avec l'entité demandeuse pour essayer de dégager les grandes lignes de la situation, voir si on est à même d'y répondre et si les pistes de réponse qu'on propose sont susceptibles d'intéresser le service qui nous fait la demande. Alors, dans le slide, je vous ai mis quelques-unes des questions qui sont revenues lors de cette rencontre. Donc, comment déceler les premiers signes d'une addiction? Quand un jeune est dépendant du cannabis et doit absolument fumer durant une activité, comment gérer le sentiment de culpabilité? Contribue-t-on au renforcement de sa dépendance? Quelle position prendre avec un jeune qui consomme et ses parents? Comment aider les personnes et dialoguer avec elles sur leur consommation? Si on n'a pas le temps de nouer une relation à long terme, quelles sont les solutions? Comment, en tant qu'éducateur de rue, ne pas être confondu avec la police? Et comment gérer les conflits entre les jeunes consommateurs et le voisinage? Vous voyez, ce sont des questions relativement classiques. Hein. J'ai vu que dans les participants, il y avait pas mal d'éducateurs de rue. Je suppose que ce sont des problématiques auxquelles vous êtes vous-même régulièrement confrontés. Et ce qui se dégageait de cette première demande, c'était peut-être avant tout un renforcement, une demande de renforcement des connaissances en matière de produits, de consommation, vraiment quelque chose qui était de l'ordre du renforcement, du transfert de savoir. Hein, qu'est-ce que vous savez sur les drogues que nous ne savons pas? Comment vous pouvez nous donner des informations, des chiffres, éventuellement des articles médicaux qui soient susceptibles de nous aider dans ces interactions avec le public. Et au fond, c'était assez emblématique d'une perception probablement assez généralisée du travail de prévention, qui est l'idée que plus on en sait sur le produit, plus on va pouvoir agir sur les situations problématiques et donc guider les personnes vers des comportements plus sains par des conseils et des informations. Bon, notre perspective à Prospective Jeunesse, on le voit bien avec les campagnes contre le tabac, c'est pas ça qui marche, c'est pas nécessairement la connaissance
sur les produits, leur nocivité, etc., qui fonctionnent. Et donc, notre première approche, c'est peut-être avant tout de déconstruire ce qui constitue des stéréotypes, des préjugés, des croyances sur les drogues, sur les facteurs de dangerosité. Alors, ces croyances, stéréotypes, elles sont pas tout le temps conscientes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles fonctionnent, c'est parce qu'elles sont largement inexplicitées. Et parmi ces stéréotypes, il y a l'idée qu'il y a des drogues dures et des drogues douces, que certaines seraient par essence plus dangereuses que d'autres, que n'importe quelle consommation de drogue mène vers une dépendance, que l'objectif, c'est un objectif social à atteindre, ce serait d'arriver à un monde sans drogue. On se drogue pour fuir la réalité, que la consommation de drogue est nécessairement le signe d'une défaillance psychologique. Et au fond, au moment de cette analyse de la demande, on essaye déjà, dans un premier temps, d'essayer d'un peu déconstruire ces représentations, travail de déconstruction qui sera évidemment fortement approfondi lors de notre intervention, de notre formation, de notre accompagnement. Ça dépend un peu de ce sur quoi aboutit l'analyse de la demande. Peut-être pour revenir sur cette première partie, Yacine et Younes, comment est-ce que vous décririez ce travail de changement des perceptions et de rapport à la drogue qui a pu être fait lors de l'analyse de la demande et aussi lors de la formation? Est-ce que ça a changé des choses chez vous? Est-ce que ça a changé des choses chez d'autres travailleurs? Pour nous, ça a juste renforcé un peu le travail qu'on effectuait déjà, c'est-à-dire créer un climat de confiance et faire une analyse plus approfondie du travail qu'on faisait. Donc, bien sûr, on a appris énormément de choses qu'on pensait, allez, je ne vais pas dire d'une manière négative, mais qu'on pensait que ce n'était pas la peine de le faire, mais ça avait son importance. Après, le retour qu'on a eu des collègues, ils ont eu une autre vision de la drogue, parce que la drogue douce ou drogue dure, comme disait mon collègue, on ne le dit plus, c'est en fonction de la consommation qu'elle devient dure ou douce. Donc, ça peut être la cocaïne qui est douce comme du tabac qui est dur. C'est en fonction de sa consommation, si elle est récurrente, si elle est forte ou elle est moins forte, c'est juste pour planer, comme ils disent, ou c'est vraiment une addiction. Ce qui était bien dans la formation, c'est qu'on a pu travailler sur différentes sortes de drogues. Donc, il n'y avait pas que la drogue qui se consomme, il y avait aussi la drogue au niveau des yeux, la drogue du travail, la drogue, toutes sortes de drogues auxquelles on a tendance à ne pas faire attention. On a tendance toujours à entendre drogue, on se dit c'est un joint, c'est du cannabis ou de la cocaïne, alors que ça peut être l'alcool, ça peut être le travail, ça peut être la télé, ça peut être de tout, quoi. Voilà. Super. Et au fond, quelles étaient vos attentes? Je me souviens, je ne sais plus si c'était après le premier jour, mais vous nous aviez fait un aveu tous les deux, disant que vous étiez venus avec des pieds de plomb et que vous aviez été quand même content de participer. Mais qu'est-ce que vous espériez de cette formation à titre personnel? À titre personnel, on espérait d'avoir des outils pour pouvoir lutter par rapport à certains problèmes de consommation de drogue dans la commune. La formation, en fait, nous a un peu aidé à trouver certains aspects, certains outils pour pouvoir discuter avec les personnes qui consomment. Parce qu'on parle de jeunes, mais ce n'est pas que les jeunes, hein. Franchement, après la formation, on a vraiment vu que ça touchait plus les adultes que les jeunes. Les jeunes, en fait, ça commence à un jeune âge, donc on est plus facile à discuter avec eux. Mais une fois que c'est plus adulte, c'est plus difficile. Et c'est aussi, on a une limite par rapport à ça. Donc, comme on n'est pas la police, eux, tout ce qui est lié à la drogue, si on va leur parler d'arrêter de fumer ou pour ça, directement, ils nous lient à la police. Et grâce à la formation, on a trouvé aussi quelques outils pour discussion pour que les jeunes n'associent plus, ou les personnes qui consomment, les consommateurs n'associent plus notre travail à celui de la police. Mais
allez, nous, on a la chance d'être connus dans le quartier parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on travaille ici. Et c'est jamais facile quand il s'agit de discuter de drogue et de consommation. Il faut toujours aller avec des pincettes et doucement. On aura l'occasion de revenir sur ces outils hein, qu'on a développés en formation. Moi, j'ai juste un truc à rajouter par rapport à pourquoi on était venu avec des pieds de plomb. On était venu avec des pieds de plomb parce que tout travailleur social de rue ou éducateur de rue n'est pas compris par sa hiérarchie. Donc, quand on essaie d'expliquer un peu le travail qui est assez complexe sur le terrain, déjà avec les conditions climatiques ou avec les jeunes ou moins jeunes ou autres, on doit travailler en fonction de l'humeur de chaque personne. Alors, on avait cette complexité d'expliquer ça à nos supérieurs ou à nos coordinateurs. Et la formation a permis d'ouvrir un peu les yeux, de se rendre compte que ce qu'un éducateur de rue fait dehors est beaucoup plus complexe et l'approche est différente. On a tendance à être derrière son bureau et dire « Ah ben oui, mais vous auriez pu faire ça comme ça, comme ça, comme ça. » Mais un éducateur de rue est un caméléon, il s'adapte en fonction du terrain et pas en fonction de lui-même. Moi, je peux être de mauvaise humeur, mais j'arrive sur le terrain et je dois changer mon humeur en fonction des personnes que j'ai en face de moi, en fonction de la confiance que les jeunes ou moins jeunes ont envers moi. Et ça nous a aidé énormément. Donc, s'il y a d'autres travailleurs sociaux de rue qui sont dans la même situation que nous, qui étaient dans la même situation que nous, ce serait bien que cette formation, elle va les aider énormément pour ouvrir un peu les yeux aux coordinateurs et aux responsables de service. Merci beaucoup. C'est bien, vous faites notre pub. Je me posais une question par rapport à ce que vous disiez à propos du fait que c'est au moins autant, si pas plus, les adultes que les jeunes qui éprouvent des problèmes de consommation. Est-ce que suite à ce constat, ça a un peu transformé votre travail en rue ou bien c'est quand même toujours principalement avec les jeunes que vous dialoguez et parce que, comme vous le disiez, avec les adultes, l'accès est peut-être plus difficile? Transformer, non. On va dire, ça nous a juste un peu donné un autre outil pour pouvoir avoir une autre approche par rapport à ça. Que ce soit les jeunes ou les adultes ici, comme j'ai expliqué, on est quand même connus. Donc, ils savent bien que quand on vient leur parler, ce n'est pas forcément pour leur casser les pieds ou pour quelque chose de mauvais, mais c'est toujours pour leur avantage à eux. Donc, voilà. Donc, ça nous a vraiment aidé à, on va dire, plus, surtout dans l'approche, de comprendre le consommateur, parce que ça aussi, c'est un problème, c'est que quand on ne consomme pas, on ne comprend pas le consommateur. Et ça, grâce à la formation, donc, on se met un peu à la place du consommateur. On voit que ce n'est pas toujours facile. Et aussi, nous, c'est parce qu'on n'est pas consommateur de drogue qu'on n'est pas consommateur d'autres addictions. Et c'est ça aussi que ça ouvre les yeux aussi. Ben, moi aussi, j'ai ça. Donc, lui aussi doit ressentir la même chose de ce côté-là, moi de ce côté-là. Merci beaucoup. Et je voulais revenir sur un élément de ce que vous avez dit, je ne sais plus si c'était Yacine ou Younes, mais en disant que ça avait peut-être permis à la hiérarchie de mieux comprendre le travail que vous effectuez. Ça, je pense que c'est un aspect sur lequel ça vaut la peine d'insister, et ça apparaîtra sans doute en filigrane du webinaire, mais c'est que les formations sont très, très interactives, hein. Il y a très peu d'ex-cathédra. La parole est vraiment principalement donnée aux participants via toute une série de méthodes en sous-groupe, en atelier, etc., qui permettent aussi aux équipes de mieux se connaître. Et puisque ici, il y avait des participants du service prévention de Gansoren, mais qui sont dans des fonctions très différentes, qui effectuent des tâches et des missions très différentes et qui finalement n'ont pas toujours nécessairement une connaissance très fine du travail du travail qu'effectuent leurs collègues. Et c'est aussi un des bénéfices marginaux, j'allais dire, non, mais collatéraux Oui. de ce type de formation, quoi. Je voulais rajouter quelque chose aussi par rapport à la formation. On a remarqué qu'il y a une espèce ça ne venait pas des gens de terrain, hein, parce qu'il y avait les gardiens de la paix aussi, une sorte de compétition avec les gens de bureau. Quand nous, on expliquait un vécu, eux aussi, automatiquement, essayaient de dire oui, mais nous, essayaient de justifier qu'eux aussi, ils travaillaient. Et ça, on a beaucoup remarqué, donc les gens de terrain entre nous, donc les éducateurs de rue et les gardiens de la paix, que ça les avait quand même assez touchés de ne pas être sur le terrain, de ne pas avoir grand-chose à dire, mais ils ont quand même essayé de, même
par rapport à ça, encore une fois, de nous, allez, je ne vais pas dire écraser, mais de montrer que voilà, nous aussi, on a ci, on a ça, alors que ce n'était pas le but de cette formation-là. Mais voilà, donc ça prouve que, encore une fois, que le terrain et l'administratif, c'est deux mondes différents. Qu'on arrive à rassembler quand même dans ce genre Oui. de formation. Bah, voilà pour la partie analyse de la demande, même si on a évidemment déjà un peu empiété sur la formation elle-même. C'est dans le schéma qu'on avait prévu le premier moment de questions-réponses de la part des désormais 71 participants et participantes. Donc, n'hésitez pas soit à demander la parole, soit à mettre dans l'onglet Q et R que vous voyez en bas de votre écran, des questions, mais ça peut aussi être des remarques, des critiques, des suggestions, des compléments d'information, ce que vous souhaitez. Je laisse quelques secondes pour voir si à ce stade, mais c'est peut-être pas à ce stade-ci qu'il y a le plus de questions qui vont se manifester. Et sinon, je propose qu'on passe à la deuxième partie, qui est finalement la plus roborative et qui concerne la formation elle-même. Alors, je vois une question, la visibilité sur le site, il faut faire partie de Agir en prévention. Ça, c'est la campagne dans laquelle s'organise ce webinaire, est une campagne qui s'appelle Agir en prévention, qui regroupe toute une série d'associations sur une base un peu d'interconnaissance, de pratiques communes, mais la participation est tout à fait ouverte. Donc, il y a une charte à signer. Donc, je m'adresse à Alexandre Maty qui a posé la question. Il ne faut pas hésiter à nous contacter à Prospective Jeunesse et on vous fera part de la procédure très légère à suivre si vous souhaitez être intégré au groupe. Eh bien, comme c'est à ce stade-ci la seule question, je vous propose de passer donc au deuxième temps, puisque suite à cette rencontre, cette analyse de la demande qui, je vous le rappelle, avait été effectuée en septembre 2020. Vous vous souvenez un peu du contexte de l'année 2020. Donc, tout a pris beaucoup plus de temps qu'habituellement, mais on décide d'organiser à destination du service prévention de Gansoren, donc un service qui comprend des gardiens de la paix, une coordinatrice de projet, des éducateurs de rue, des médiatrices scolaires, des coordinateurs de gardiens de la paix, des éducateurs de rue, je l'ai dit, bref, une vingtaine de personnes. On décide d'organiser une formation en 3 temps, 2 journées complètes et une demi-journée, pour essayer de renforcer les outils dont disposent tous ces travailleurs pour affronter les quelques situations que j'ai énoncées et répondre à quelques-unes des questions que vous avez vues dans la première slide. Je remets justement les slides. Voilà. Et au fond, les objectifs de formation qui sont fixés de commun accord avec les participants suite à l'analyse de la demande, c'est de permettre de renforcer sa capacité d'écoute et de dialogue à la fois face aux consommateurs et aux non-consommateurs. Hein, des questions de stupéfiants, de drogue sont souvent des questions difficiles à aborder, pour lesquelles on fait souvent très attention aux mots et qu'on a parfois tendance à préférer éviter. Renforcer ses compétences et sa créativité face aux situations d'usage problématiques. Et j'ajouterais arriver à séparer des situations d'usage qui sont problématiques et des situations d'usage qui ne le sont pas. Renforcer ses connaissances sur l'usage des drogues, à la fois problématiques ou non, et sur les stratégies en promotion de la santé. Et peut-être la partie la plus importante, c'est expérimenter des outils de prévention. Donc, vous voyez qu'en termes d'objectifs, l'essentiel porte quand même sur des compétences et un peu sur des outils. Et
relativement marginalement sur des connaissances, puisqu'on avait déjà au moment de l'analyse de la demande tenté de déconstruire cette idée que plus on en sait sur un produit, mieux on pourra faire de la prévention. Le message clé de Prospective Jeunesse, c'est qu'on se centre souvent beaucoup trop sur le produit. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, on a commencé, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce petit jeu de cartes, Yacine et Younes, par un Dixit, hein, que la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine, où on demandait à chacun des participants de sélectionner une ou plusieurs cartes et enfin, quelle image parmi les cartes proposées suscitait chez eux le mot drogue. Quand vous pensez drogue, vous pensez à quoi? Yacine et Younes, vous vous souvenez soit de vos réponses, soit des réponses des autres à ce jeu? C'était j'ai oublié de le dire, mais donc les formations ont lieu en novembre, soit un an, pour les raisons que je vous ai évoquées, un an après le premier contact. Oui. Si je peux me permettre d'expliquer les trois cartes, hein, en fait, à chaque fois dans les trois cartes, on voit qu'il y a un côté sombre et un côté qui mène vers quelque chose de positif. Dans la carte en rouge avec le livre, on voit bien on avait expliqué que c'était le feu, le fin fond du feu, puis il y avait la petite colombe qui venait, qui mettait un peu de gaieté. La même chose pour la photo du milieu, on est seul au monde et puis il y a des petites fleurs. Et la dernière, on est dans un trou où tout va dans tous les sens, mais on a quand même cette petite fille qui joue une musique. Mais c'était à double tranchant à chaque fois. Donc j'explique un peu. Comme ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose qui nous aide à planer. Donc quelqu'un qui est accro à une drogue, ben, il peut percevoir ça autrement. C'était notre perception à nous qui ne consommons pas de drogue. Mais si on se met à la place de quelqu'un qui consomme de la drogue, il peut être dans une phase où il n'a pas consommé et il est dans cette phase de trou, de se dire oh, je suis au fond du trou et tout. Et quand il va consommer cette drogue, il va se sentir plané. Donc, comme la colombe qui vole ou les fleurs, il va voir un autre monde, ou il va entendre de la musique dans sa tête, il va se sentir ailleurs. Donc, il faut vraiment faire attention à se mettre toujours. Je n'ai pas à apprendre au travailleur social de rue. J'ai eu l'opportunité de rencontrer énormément Anderlecht, à Forêt, je ne sais pas si c'est les mêmes encore, mais à Saint-Gilles et à Schaerbeek, et à Molenbeek. Un travailleur social de rue se met à la place de la personne. Donc ici, si on doit parler de nous, comment on perçoit les choses, ben on va le percevoir comme ça. Mais tout travailleur social de rue, il va percevoir la chose que le jeune ou la personne qui est en face de lui, avant de percevoir ça, c'est une analyse complète qui a été faite auparavant. C'est un climat de confiance, c'est un travail de longue haleine. C'est pas, encore une fois, je reviens à ce que nos coordinations disaient, c'est OK, tu vas voir le jeune, je veux un rapport détaillé. Non, non, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 heure, mais le climat de confiance, chaque personne est différente. Donc, ces trois cartes, comme elles sont présentées ici, c'est à double tranchant. Comme ça peut être quelqu'un qui consomme et qui a besoin de s'évader, c'est ce qu'on voit. Comme ça peut être quelqu'un qui est au fond du trou et qu'on va aider et qu'il va s'en sortir. Donc, ça dépend de comment on le percevait. Super, merci beaucoup. Tu as dit quasiment tout ce que j'allais dire lors de la slide suivante, c'est parfait. Sur, au fond, l'importance de ce moment, qu'on peut même appeler fondateur, de partager les représentations et, si pas se mettre d'accord sur ces représentations, mais au moins comprendre quelles sont les représentations de chacun par rapport aux drogues, puisque, comme tu l'as dit, c'est un sujet vraiment très, très ambivalent, hein, clair-obscur. C'est une thématique qui est associée à la fois à des notions de plaisir et à des notions de souffrance. Et selon le vécu, l'historique, les croyances de chacun, un pôle va prédominer sur l'autre et ça peut rendre la discussion très, très complexe. Et donc, cette première phase, qui commence par un élément très individuel, hein, chacun choisit une carte, devient beaucoup plus collective au moment où on discute de pourquoi on a choisi cette carte. Ça permet donc comme c'est marqué, hein, collectiviser, déconstruire et
essayer de se mettre, encore une fois, si pas d'accord sur une représentation commune, comprendre, établir un langage commun et comprendre quels sont les présupposés d'où chacun part pour permettre une discussion aussi apaisée que possible sur ce sujet complexe. Et je peux vous confirmer qu'en l'occurrence, et même s'il y avait des points de vue très différents parmi la vingtaine, si vous étiez 18, si je me souviens bien, ou 17 participants en novembre 2021, il y a eu des discussions avec des désaccords, etc. Mais au moins, on était d'accord sur le langage et sur les termes à utiliser. Le point d'accord suivant, même si c'est un accord que chacun interprétait à sa façon, de façon plus ou moins résignée ou enthousiaste, c'est l'idée qu'un monde sans drogue n'existe pas. Hein, comme vous voyez la peinture préhistorique à la gauche de la DIA, on sait bien que des traces de consommation de drogue sont contemporaines des plus anciennes traces qu'on a de l'existence de l'humanité, et que donc cet idéal-là n'est pas un idéal atteignable ni même régulateur, et que c'est plutôt la domestication des drogues qui doit être notre objectif, comment à vivre harmonieusement dans un monde où il y a des consommations de drogue. Ça ne veut pas dire que chacun va être amené à être consommateur, mais ça veut dire qu'on ne connaît pas de civilisation dans lesquelles personne n'a consommé de drogue. Et alors, à partir de ce constat-là, se pose évidemment la question de savoir comment domestiquer, quels sont les facteurs qui font que des usages deviennent problématiques ou non. Et donc, c'est tout l'aspect culturel de la consommation de drogue. Hein. Vous avez quelques illustrations. En haut à gauche, une scène parfaitement banale de consommation d'une drogue qui, si elle devait être amenée à être découverte aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'elle serait interdite. Hein. Si l'alcool n'existait pas et qu'on l'inventait aujourd'hui, il n'y a aucun doute quant au fait qu'elle serait très rapidement et très haut sur la liste des drogues interdites. Simplement, l'alcool a été domestiqué, civilisé, mis au cœur de la civilisation judéo-chrétienne, au point d'être parfaitement banalisé et de ne pas poser de problème chez une majorité des consommateurs, et en même temps, son caractère légal n'empêche pas évidemment que partie significative des consommateurs vivent des consommations problématiques, et c'est le cas pour chacune des drogues civilisationnelles que vous avez à l'écran. Alors, ensuite, justement, pour continuer à cette logique de déconstruction des représentations qui peuvent être les représentations dominantes en matière de drogue, on a, je suppose que vous vous en souvenez, Yacine et Younes, continué par un exercice en sous-groupe. Je pense que vous étiez en 4 sous-groupes où on vous avait demandé d'essayer de classer les drogues en fonction de leurs effets d'une part et de leur dangerosité de l'autre. Est-ce que vous vous souvenez un peu des résultats auxquels on avait abouti? Non, pas vraiment. Franchement, ça date. Hein. Oui, je comprends bien. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'une même substance peut provoquer des effets très différents. Hein. L'alcool, typiquement, pour prendre la substance la plus connue chez nous et la plus pratiquée, eh bien, elle peut, en fonction des personnes, en fonction des situations, en fonction du contexte de la personne qui la consomme, être prise pour donner de l'énergie, pour calmer. Elle peut avoir des effets dépressifs, des effets anxiogènes, au contraire des effets anxiolytiques, et que donc, même sur les effets, il n'y a pas
n'y a pas d'accord, et sur la dangerosité non plus. C'est-à-dire que les dimensions de la dangerosité sont telles que finalement, il faut tout ramener au contexte et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, essayer de se décentrer de cette logique qui est prédominante chez nous, qui consiste à vraiment se concentrer sur le produit. Et donc, ce à quoi avait amené cet exercice, c'était vraiment de dire qu'un usage n'est pas un autre, hein, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le contexte socioculturel, la domestication des substances par une civilisation est extrêmement important. Ça n'a pas… c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, si on devait découvrir l'alcool aujourd'hui dans nos sociétés, il est certain qu'il serait interdit. Évidemment, la personne, son vécu, son histoire est fondamentale, les motivations, hein, les raisons pour lesquelles elle consomme, la façon de consommer, hein, c'est clair que l'injection n'est pas la même chose que l'inhalation, pour prendre deux exemples. La fréquence, évidemment, la dose aussi, la quantité, et puis toutes les questions de ce qu'on appelle aujourd'hui la polyconsommation. Est-ce que la consommation d'une drogue est associée à la consommation d'une autre drogue, etc. Et donc, ça nous avait amené à cette importance du contexte et de cette décentration du produit à discuter un peu autour justement de alcool et cannabis. Finalement, les perceptions majoritaires en Belgique de ce qui est le normal et l'anormal en matière de consommation ne sont peut-être pas les mêmes chez les jeunes que vous êtes amenés à fréquenter et peut-être chez les jeunes en général. Hein. On voit que ces représentations, ces perceptions sont en train de changer. Comment vous qualifieriez justement, Yacine et Younes, ces perceptions du normal et de l'anormal en matière de consommation chez les jeunes à Gansoren? Comment je vais expliquer? C'est normal ou pas normal? Ça dépend de chaque personne, en fait. Hein. Ça dépend, comme on a dit, hein, ça dépend du contexte. Ça dépend. On a des jeunes où les parents savent que leurs enfants fument, mais ça ne les dérange pas. Comme on a d'autres où ça pose un problème. Donc, comme j'ai dit, c'est un travail qui a été fait à long terme. On va expliquer par après l'histoire qu'on a eue du jeune et du parent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu, on ne va pas dire un comité des parents, mais plus une réaction des parents contre les jeunes qui consomment. Mais on a eu d'autres qui disaient qu'ils sont jeunes, qu'il faut les laisser consommer, qu'on a tous été jeunes, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un travail qui est assez complexe. Et des fois, ça ne va pas en adéquation avec la réalité de terrain. C'est ça. Donc, il y a, au fond, le constat que vous faites, c'est que un peu comme peut-être dans l'équipe au départ, les membres de la formation, il n'y a pas de représentation très partagée sur le normal et l'anormal en termes de consommation. Est-ce qu'on va dire à un jeune, c'est pas normal ce que tu consommes, ou est-ce que c'est normal? On ne sait pas la qualité, la quantité de ce qu'il consomme. Donc, au bout d'un moment, quand on effectue un travail à long terme avec cette personne et qu'on a un climat de confiance où on peut se permettre de lui parler de sa consommation, alors à ce moment-là, on peut savoir si c'est normal ou anormal ce qu'il consomme et ce qui se passe sur le terrain. En fait. C'est ça. Merci. Je reviens au partage d'écran. Et donc, tout ce travail nous a amené à finalement ce qui est le cœur du travail de prospective jeunesse et de manière générale des associations actives en promotion de la santé sur les questions de consommation de drogue, qui est le fameux, enfin, il est fameux dans le secteur en tout cas, modèle trivarié de Claude Olivenstein, où au fond, encore une fois, on se décentre de l'obsession sur le produit et de l'obsession sur l'individu
en insistant sur le fait que une consommation, c'est la rencontre d'un individu et d'un produit dans un contexte, et que très généralement, dans les actions de prévention qui sont menées, cet élément contextuel est très largement sous-estimé, alors qu'il est vraiment déterminant, et qu'en termes de prévention, c'est beaucoup plus facile de jouer sur le contexte que sur le produit, par exemple. Hein. On voit bien que l'objectif de non-disponibilité, non-accessibilité du produit, qui est l'objectif de toutes les politiques prohibitionnistes menées depuis un siècle maintenant. Comme vous le savez sans doute, on a célébré, entre guillemets, le centenaire de la loi de 1921 qui réprime les différents aspects liés à la consommation de drogue. Cette politique, dans tous les pays où elle a été menée, a mené à des impasses et des échecs, à la fois en termes sanitaires, en termes sécuritaires et en termes sociaux, alors que les pays qui ont tenté de sortir de cette vision sécuritaire et de jouer beaucoup plus sur le contexte et sur les ressources disponibles chez l'individu, obtiennent, ce sont des expériences encore relativement récentes, mais des résultats nettement meilleurs sur l'ensemble de ces dimensions. Et donc, voilà vraiment le cœur de la vision, de ce qu'essaie d'amener Prospective Jeunesse dans ce travail, pour amener les personnes, enfin, comme Yacine et Younes, qui sont en situation de confrontation avec des personnes usagères, à insister beaucoup plus sur les dimensions contextuelles sur lesquelles elles ont plus de prise. Ensuite, donc, dans le déroulé de la formation, on a beaucoup insisté en travaillant toujours en sous-groupe. Donc, j'insiste sur le fait que ce webinaire, qui est très top-down, finalement, n'est pas du tout représentatif du travail que nous menons quand nous faisons des interventions, qui est beaucoup plus participatif. Donc ensuite, dans le déroulé de la formation, nous avons été amenés à travailler en sous-groupe pour justement modéliser ces facteurs contextuels qui sont susceptibles d'influencer une situation et de rendre une situation problématique ou non. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment travaillé sur ce qui est l'outil qu'on utilise le plus à Prospective Jeunesse, qui est l'échiquier, que je vais vous présenter peut-être avec Younes et Yacine, qui est un outil très simple, dont existe une version papier et une version électronique, et qui part de 4 questions très simples qu'on demande à chacun des participants de se poser. Ces 4 questions, c'est de citer une et plusieurs, en fait, façons que les participants du groupe ont de se faire plaisir, les façons qu'ils ont, les manières qu'ils ont de se détendre, ce qu'ils font pour se donner la pêche, et citer des choses dont ils sont incapables de se passer. Et alors, comment ça fonctionne dans votre souvenir, cet échiquier, Yacine et Younes? Et question accessoire, je ne sais pas si vous avez été amené à l'utiliser dans le cadre de votre travail de rue par la suite. C'est peut-être pas les situations les plus faciles, mais il y a peut-être des variations ou des variantes orales qui sont possibles. Vous vous souvenez comment ça fonctionnait, l'échiquier? Ça a coupé un moment, c'était bugué. Voilà. Là, je vois juste une manière. Ah, voilà, ça commence à reprendre. Voilà, une chose au son là. Tu peux poser la question? Oui, c'était. Donc là, c'est les 4 questions qui introduisent l'échiquier. Hein, vous vous souvenez qu'on avait fait. Est-ce que. En fonction des priorités. Hein. Oui, c'est ça, où chaque participant citait des manières de se faire plaisir, de se détendre, de se donner la pêche,
Ouais, c'est ça. et des choses dont ils ne peuvent pas se passer. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'utiliser, cet échiquier, dans votre travail de rue? Ou j'imagine que ce n'est pas les circonstances les plus favorables, mais… En fait, c'est un travail déjà plus ou moins qu'on utilisait déjà avant. Donc, c'est plus, allez, c'est pas du copier-coller, mais c'est plus ou moins ça. Surtout dans le travail individuel, quand on va avec eux dans les voyages au camp, une semaine qu'on reste avec eux. C'est plus là qu'on utilise cette manière de procéder. C'est ça. Et je ne vais évidemment pas avoir le temps de… donc, on a des formations en prospective jeunesse exclusivement centrées sur l'échiquier pour les participants que ça intéresse. Donc, là, en quelques minutes, je vais essayer de résumer aussi rapidement que possible la logique de ce travail. Ça s'appelle l'échiquier parce que chacune des réponses qui sont données aux 4 questions sont mises dans des cases d'une grille qui ressemble à un jeu d'échecs. Et au fond, on se rend compte, si vous l'avez fait pour vous-même à l'instant, que des manières de se faire plaisir, c'est, je sais pas moi, aller au resto avec des copains, se détendre, c'est prendre un bain, et vous avez des dizaines de réponses qui complètent une grille et qui donnent le, euh, finalement le profil d'une personne assez équilibrée en général, personne qui, pour soit se faire plaisir, soit se détendre, soit se donner la pêche, peut de temps en temps consommer du vin, du cannabis, que sais-je, mais que cette consommation occupe une place parmi d'autres activités. Et le problème survient quand une des activités prend toute la place et empiète sur les autres. Hein. Cette activité peut être, je sais pas moi, la consommation de cannabis ou d'alcool, mais ça peut aussi être le sport, hein, des personnes qui deviennent complètement obsédées par le sport, au point que tous les autres ingrédients de cet équilibre existentiel disparaissent. Et donc, le message fondamental de cet outil qu'est l'échiquier, c'est vraiment de montrer la différence entre équilibre et déséquilibre, et le fait que les substances psychoactives ne sont pas en tant que telles problématiques si elles ne prennent pas toute la place de l'échiquier, et qu'en fait, le cœur euh, d'une existence épanouie, c'est précisément la diversité et le fait qu'il n'y ait pas une activité qui prend toute la place, que cette activité soit consommation de produits psychoactifs ou non, d'ailleurs. Hein. D'autres comportements ou activités, à partir du moment où elles deviennent prépondérantes ou quasiment uniques, deviennent également problématiques. Alors, donc, à partir de cet échiquier, on se rend compte précisément que il est important d'appréhender la personne dans l'ensemble de ses ressources, de ses intérêts, et que un accompagnement réussi est un accompagnement qui se centre sur les choses qui lui font plaisir, qui lui donnent de la pêche, qui la détendent, plutôt que sur le produit et son éventuel problème d'assuétude. C'est au fond prendre conscience que la personne a en elle-même des ressources suffisantes pour retrouver un équilibre qui a peut-être été perdu du fait d'une situation de consommation. Et donc ça, c'est toute le propre de la stratégie de promotion de la santé, c'est justement de sortir des logiques qui sont des logiques d'interdiction et de sanctions, ou simplement des logiques d'information sur les risques. Ça n'est pas non plus une logique qui vise le soin. On est dans le soin, c'est par définition
trop tard pour la prévention. Enfin, la prévention agit en amont. La prévention essaie vraiment d'agir sur les différentes dimensions de la personne, les ressources qu'elle a en elle-même, ce qu'on appelle les compétences psychosociales qui lui permettent de remettre ou de mettre la consommation de produits psychotropes dans un équilibre existentiel, comme je le disais, dans un échiquier qui soit harmonieux et diversifié. Je vais arrêter le partage d'écran et j'ai cru voir qu'il y avait des choses dans la discussion, dans les questions. Non, pas à ce stade-ci. Voilà pour la deuxième partie consacrée à la formation en elle-même. J'ai évidemment pas eu l'occasion de retracer tout le cycle des 2 jours et demi, donc des quasiment 20 heures de formation qui ont été effectuées. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Je ne sais pas si Yacine et Younes, il y a de la formation, des éléments dont vous vous souviendriez maintenant, vous dites « Ah oui, non, mais ça, c'est quand même important à mentionner » ou « ça a eu tel effet » ou... Non, comme on a expliqué, que ce soit Younes ou moi, ou que tu as expliqué, on revient toujours à ce qu'on dit et dans tous les projets, dans tout, c'est le climat de confiance avant d'intervenir ou avant de pouvoir discuter avec une personne. Hein. Donc, tant que c'est un travail de longue haleine, ça peut prendre du temps, comme ça peut être rapide, mais on ne peut pas arriver chez une personne et faire une analyse complète alors qu'on n'a aucun élément. Donc, à partir du moment où on arrive à discuter avec la personne, à partir du moment où on essaie de voir un peu son cocon, ses habitudes, ses amis, son climat, comment il est, est-ce que c'est quelque chose de culturel ou pas culturel, est-ce que c'est normal, c'est pas normal. Enfin, il y a toute une analyse à faire et ça ne se fait pas derrière un PC ou par écrit, c'est un travail qui se fait de semaine en semaine, de mois en mois des fois, ça peut prendre 2-3 ans avant que le jeune vous fasse confiance. Parce qu'un jeune, vous allez parler avec lui ou moins jeune, il va se dire c'est qui ce type, qu'est-ce qu'il me veut. Par contre, l'approche, elle doit être différente, donc c'est un travail qui prend du temps. Et comme j'ai dit, tout travailleur social de rue, c'est ce travail-là qu'il effectue. Donc, il faudrait juste changer peut-être la mentalité de la coordination des responsables et des politiques, à savoir que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va changer, ça prend du temps énormément. Hein. Et il y avait d'ailleurs dans les pistes qu'on avait dégagées en fin de formation pour tenter de répondre aux questions initiales que vous posiez, beaucoup des pistes étaient des pistes collectives et institutionnelles. Hein. Je me souviens qu'il avait été question notamment de l'ouverture d'un local. C'est ce qu'on disait. On disait qu'il faut plus d'infrastructures, il faut plus de moyens. OK, on donne un ballon à des jeunes, ils font de la boxe, mais les jeunes ont besoin de s'épanouir. Et à un moment donné, on doit donner les moyens au travail social de rue pour pouvoir attirer ces jeunes vers nous. Mais par rapport au projet que nous, on donne à la commune, pour ça, il faut dire aussi que la commune nous donne la possibilité d'aller au-delà que de donner un ballon et des gants de boxe. Donc, à travers ça, on fait plusieurs projets, que ce soit intergénérationnel ou autre. Franchement, c'est une politique qui commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur ici à Gamsoro. Ça, on est content. Ouais. Ici à Gamsoro, comme vous avez vu à la dernière fois qu'on avait discuté, on a cette opportunité de pouvoir travailler avec différents organismes et d'avoir, on va dire, une certaine liberté que dans d'autres communes, ils ne l'ont pas. Donc ça, c'est un peu la force, c'est ce qui permet un peu d'évoluer et d'avancer dans notre travail. Et ce qui permet que voilà, nous, on arrive un peu à travailler plus facilement avec les riverains. Ouais, je pense que si je peux vous jeter des fleurs, votre dynamisme y est pour quelque chose aussi. On arrive justement à la fin du temps 2 et donc aux questions-réponses sur cette formation. Et je vois qu'il y a une première question de Salvatore, mais donc je ne sais pas si elle s'adresse à Prospective Jeunesse ou à Younes et Yacine. Moi, je veux bien répondre.
Allez-y, parce que nous, évidemment, s'il n'y a pas de demande, ben, on n'intervient pas. Voilà, autrement, voilà, comme il dit, comment faites-vous lorsque les bénéficiaires ne sont preneurs d'aucun projet? On n'oblige personne de participer à un projet. Ça peut être une personne lambda qui traîne dehors, avec qui on discute seulement et avec qui on crée un climat de confiance. Oui, en fait, comment on réagit avec de bénéficiaires, c'est que, par exemple, quand on a un projet, on l'invite quand même à venir regarder. On ne l'oblige pas à venir, donc il vient, il regarde. On a eu beaucoup de gens comme ça au début qui n'étaient pas intéressés. Donc ils viennent, par exemple, ils regardent le projet boxe ou le projet football. Ils aiment un peu la philosophie ou bien ils aiment une chose que nous, on ne voit pas, que lui, il va aimer. Et là, à partir de là, il vient petit à petit, jusqu'à quoi il s'inscrit et qu'il reste avec nous. Et que lui commence à promouvoir ça à ses copains. Mais non, moi, si je croyais que, mais vous allez voir, c'est ainsi de suite. C'est comme ça qu'on procède avec les bénéficiaires qui ne sont pas intéressés à la base à nos projets. Pour répondre à la question d'Alice, parce que je vois qu'il y a une question. Ouais. Parce que j'ai eu une autre question ici. Ouais, donc, je reviens. Ah ouais, voilà. Ouais. On travaille avec, on fait de tout. Donc, on fait du zonage, de l'animation, de l'écoute, de la discussion, des entretiens individuels, des démarches administratives, sociales, scolaires. On fait énormément de choses. Voilà, on fait les CV, les recherches d'emploi, des coachings et tout. Et en fait, à partir du moment où notre travail s'arrête, donc où on n'est plus capable d'aller plus loin, ben on transmet ça soit aux médiatrices scolaires, soit aux médiateurs de conflits, soit aux AMO qui sont beaucoup plus compétents que nous. Ça peut être un planning familial. Et récemment, on a eu une demande où on est arrivé à un moment donné à la limite de nos compétences et on a transmis la personne vers le planning familial ou autre. Super. Et alors, il y avait une autre question de Mélanie qui vous est adressée sur la façon dont vous abordez la question de la réduction des risques liés à la consommation de drogue. Ça dépend au feeling. Ouais. Ça dépend au feeling. Chaque situation est différente. Chaque personne est différente, chaque situation est différente. On essaie, en fait, ça il faut le dire, aussi grâce aux outils qu'on a eu avec vous à la formation. On a quand même atteint des objectifs qu'avant on n'arrivait pas parce qu'on ne savait pas justement comment s'y prendre. Maintenant, on ne peut pas dire avec des pincettes, mais on va vraiment, sans vraiment harceler la personne. Par exemple, on va discuter de tout et de rien, et là, on va essayer de rentrer dans la discussion parce qu'il ne faut pas fumer. Ah, mais tu sais bien, si tu arrêtes, c'est bien. Là, on vient de parler de sport. Ben, si tu veux évoluer dans ton sport, ce serait bien d'arrêter aussi. Ah oui, c'est vrai, je sais. On essaie juste, voilà, comme ça, en fait, sans vraiment les harceler et toujours derrière. Et je précise, et ça va permettre de répondre à la fois à Mélanie et à Alexandre Maty, que donc la formation, l'accompagnement qu'on a proposé, en l'occurrence, ne portait pas sur la réduction des risques, hein, puisqu'on se descend très très fort du produit. La réduction des risques est quand même souvent liée au produit. Si vous consommez telle chose, si vous tenez à consommer telle chose, alors sachez qu'il ne faut pas consommer telle autre, il faut boire beaucoup d'eau, etc., etc., etc. C'est pas cet angle-là qu'on a utilisé, qu'on a choisi pour la formation. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas actifs en matière de réduction des risques. Mais donc, ça me permet de répondre à la question d'Alexandre. C'est que cette formation, cet accompagnement qu'on a eu avec le service prévention de Gamsoren, c'était Prospective Jeunesse tout seul, mais que par ailleurs, nous donnons des formations avec Modus Vivendi, qui inclut alors, mais c'est Modus qui s'en charge, une dimension réduction des risques. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Comment fait-on quand les jeunes sont dans la demande de la réalisation d'un projet et puis au moment de l'inscription, il n'y a plus personne? Exemple, les jeunes me demandent de mettre un atelier graffiti et au moment des inscriptions, il n'y a plus personne, pourtant c'est gratuit. Ben ça, et ça va, oui, ça va avec l'autre question, enfin la question suivante de je vais Laurie. répondre par rapport à ça, parce voilà. on a aussi été, je veux dire, confrontés à ce phénomène. En fait, nous, ce qu'on fait, par exemple, quand on a commencé directement au tout début notre projet Box, donc on avait une demande énorme des jeunes, puis au moment de réaliser, il n'y a plus personne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté le matériel Box, on a tout acheté,
On a appelé les jeunes, donc ils ont vu que ce matériel était là, était déposé, était stocké. Donc, si vous ne bougez pas, ce matériel va rester, il sera là stocké. Donc, voilà, c'est pour vous. Tout ça a été acheté pour vous. Donc, à partir du moment où ils ont vu que, voilà, on a le matériel et tout, donc eux-mêmes sont venus 2-3 jours après. On fait la salle eux-mêmes, on les a laissé passer les tatamis comme ils voulaient, on leur a laissé de prendre la salle. On leur a dit, c'est votre salle, vous faites comme vous voulez, vous la décorez, tout ça ici, c'est à vous. Bien sûr, avec notre encadrement. Et à partir du moment où on valorise en fait les jeunes, ils se sentent mieux et plus à l'aise. Donc, ils savent vraiment que c'est un truc qui, allez, on ne va pas dire qu'il leur appartient à 100%, mais ils sont vraiment les bienvenus. Donc, pour le projet, par exemple, Graffiti, ce que nous, on aurait fait, on aurait discuté donc, de ce projet-là pour le graffiti. On aurait fait peut-être une petite réunion, deux. Et puis, au moment des inscriptions pour venir réaliser ce projet-là, donc nous, on ne procède pas qu'à-inscription. Nous, on laisse un peu ouvert. Il y a un jeune, si on le fait avec un jeune la première fois, c'est bien. Puis le premier va ramener le deuxième, troisième, et au bout de troisième ou quatrième, on va dire, activité, je vous assure qu'on était plusieurs, on a dû même faire plusieurs groupes parce que le local était petit. Donc, on nous a donné un local qui est un peu plus grand maintenant. Donc, on avait démarré ce projet-là avec 4-5 jeunes. Aujourd'hui, on tourne autour de 20, 25, 30. Maintenant, on est obligé même de faire des jours pour satisfaire un peu tout le monde. Donc, pour les projets graffiti, c'est vraiment de mettre peut-être en valeur les jeunes, de dire au premier temps de venir eux-mêmes avec leurs bonbonnes. Ça, généralement, s'ils aiment bien ce projet-là, ils vont venir avec. Et même s'il faut avec un jeune la première session, ce n'est pas grave. De faire quand même, de montrer aux autres, parce qu'il y a toujours des saboteurs dans les groupes. Hein, qui vont essayer de dire, mais non, on ne va pas, c'est nul. Si on n'en a qu'un, donc les autres vont voir qu'il y en a un qui est venu, deux, trois, quatre, puis ça s'arrête pas. Nous, on a toujours eu comme ça dans nos projets, surtout au début, mais maintenant, allez, on va dire que c'est un peu plus facile pour nous parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille ici dans cette commune. On a travaillé avec les grands frères, maintenant on travaille avec les petits frères, et voilà, donc c'est un peu plus, on va dire plus facile. Après, je ne connais pas l'ancienneté de chacun. Voilà, ça, avant de répondre à Aline par rapport aux usagers de drogue, vu qu'en Dynamo pose à peu près les mêmes questions que Laure, quand elle explique par rapport à quand il demande comment mobiliser les jeunes ou est-ce qu'on fait faire des réunions, c'est difficile. C'est tout simple. Cette année, on a un projet Box qui, l'année passée, vous voyez, il y a des jeunes et puis qui partent et puis il faut recréer avec des nouveaux jeunes le projet, remonter le projet. Donc ici, au projet Box, on a les jeunes qui avaient 19 ans, qui sont partis à l'université. Donc, on n'avait plus beaucoup de jeunes dans le projet. Donc, on n'avait pas beaucoup d'inscriptions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé notre manière de travailler. On s'est dit, bon, on va changer les entraînements, on va faire, Younes, tu vas faire tout ce qui est physique, cardio, il y a tout ce qui est technique et tout. Donc, on a changé, on a restructuré un peu. Premier entraînement, on avait 3 jeunes et on a quand même donné cours, comme si on en avait 50. Donc, la radio, on a donné cours, on s'est mobilisé à fond dans ça. Le bouche à oreille, le jeune a dit, oh purée, Yassine, Younes, ils ont changé la boxe, c'est devenu autrement. Boum, boum, boum. Aujourd'hui, j'arrive, mon GSM, salut Yassine, est-ce qu'il y a encore des inscriptions pour la boxe? Salut. En fait, à un moment donné, où on a travaillé, on a effectué énormément de choses pour les jeunes, à un moment donné, les jeunes viennent chez nous, mais ne nous trouvent pas. Ah, mais on est passé. Ouais, mais les gars, on vous a donné rendez-vous tel et tel jour, on vous a dit de venir, on vous a dit de faire ça. Vous n'êtes pas venus, nous, on n'est pas là pour vous. Vous voulez revenir, il n'y a pas de problème, c'est tel et tel jour, vous venez. Et au fur et à mesure, on avait beaucoup de difficultés par rapport à inscrire des jeunes ou par rapport à un climat de confiance. Et au fur et à mesure, de bouche à oreille, ça a commencé. On a eu des projets, on avait 1-2 jeunes. Hein. Moi, quand j'ai commencé le projet avec Younes pour tout ce qui est CV, l'aide de motivation, on avait 1-2 jeunes. Aucune boutique ne voulait travailler avec nous, on travaillait avec la commune. Aujourd'hui, on travaille avec le shopping Basilique, on travaille avec la Rue Neuve. Il y a différents magasins qui veulent avec nous. On travaille avec Randstad, on travaille avec Actiris, on travaille avec beaucoup de sociétés. Pourquoi? Parce qu'on a un jeune qu'on a mis chez Randstad qui a travaillé, qui a dit aux autres jeunes, hey, les gars, Randstad engage, mais Randstad, je dois passer par Yassine pour faire mon CV. Ah oui, je savais qu'il faisait un atelier CV, l'aide de motivation, et de bouche à oreille, ça s'est fait. Mais au début, c'est toujours difficile. C'est très difficile au début de mobiliser les jeunes.
Des fois, c'est comme ici, c'est très rare qu'il n'y a pas d'annulation, même si l'inscription est payante. Des fois, nous, ce qu'on fait, c'est t'as payé, tu ne viens pas, ben, déjà, il n'y a pas de remboursement. Et puis, ça passe une fois, deux fois. Et puis après, à un moment donné, quand le jeune vient, on lui dit, écoute, nous, on ne te fait pas confiance. À toi de nous prouver qu'on peut te faire confiance pour que tu puisses revenir, pour qu'on puisse se remobiliser. Et souvent, ce qui est bien, c'est de prendre un autre groupe ou une autre personne pour montrer aux autres que ben, cette personne est plus sérieuse, le projet est en train de se monter. Et puis, ah, mais c'est mon idée, ouais, mais tu n'es jamais venu au projet. Donc, à ce moment-là, il commence à réintégrer le projet et ainsi de suite. C'est très difficile parce que ça ne se joue pas en une journée. Des fois, des rendez-vous, on reste là pendant 2 heures à attendre et à la fin, le rendez-vous, c'est un mois. Après, moi, j'ai un jeune que je vois tous les jours dehors, que j'avais des rendez-vous le mois passé et la semaine passée pour faire une inscription chez Actirist qui ne savait pas qu'il avait le droit. Il n'est toujours pas venu. Quand je le croise dehors, je ne lui dis même plus que tu peux venir chez moi. J'attends que ça vienne de lui. Et il me dit, ah ouais, si, désolé, je devais venir chez toi et tout. Ouais, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Le projet que je monte, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, je fais mon rapport, je l'envoie à ma coordination, je dis, voilà, j'ai fait, les gens ne sont pas venus, j'ai plus rien à voir. Mais aussi, la commune nous a donné l'opportunité d'avoir du super matériel. Je pense que ça aussi, ça attire les jeunes. Donc, d'avoir vraiment du bon matériel, Allez, ils nous ont donné aussi l'opportunité d'avoir un ring de boxe dans la salle de boxe. Et depuis qu'on a le ring, franchement, les jeunes, je veux dire, ça, allez, on voit vraiment que c'est comme si c'était une salle professionnelle, plus, entre guillemets, qui leur appartient. Ça aussi, ça joue beaucoup, en fait. Les infrastructures jouent beaucoup. Après, les autres communes, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça marche. Alors, avant de revenir, parce qu'il y a deux questions, j'ai une question juste avant, elle a été effacée. Par rapport au contact qu'on a avec les consommateurs, c'est des contacts réguliers qu'on rencontre. Ici, je vois Éduc de rue Marche, donc Malti Audrey, Gaëtan Margeau. On a le même problème que vous et c'est pour ça que je pointe du doigt la coordination, parce que la coordination, c'est facile derrière son bureau d'aller de dire, moi personnellement, quand il y a un trafic de drogue, je n'y vais pas. Quand je vois que c'est trop dangereux, on n'est pas habilité à aller chez des jeunes qui font un trafic de drogue. J'explique que ça peut être des jeunes qui vendent et qui a un Mac au-dessus d'eux ou quelqu'un qui est plus gros au-dessus d'eux et à qui on va casser le business. On n'est ni armé, voilà, on n'est pas des policiers comme disait Andenamo. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser. Donc, ça veut dire d'aller chez eux et de leur dire, voilà, faites attention, les gars, par rapport à votre musique, je sais que c'est chiant qu'on vienne vous voir à chaque fois et tout ce qui suit, mais à un moment donné, voilà. Par contre, trafic de drogue, nous, on a un trafic de drogue ici, on est contre. Hein. Et donc, ça veut dire que à partir du moment où votre supérieur vous oblige, moi, je vous conseille d'aller voir votre syndicat parce que c'est impossible de gérer. On n'a pas les outils. Et, moi, personnellement, et mon collègue, c'est ce qu'on fait. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Ça peut être un gamin de 12 ans qui vend et vous savez très bien pourquoi ils engagent des petits de moins de 18 ans parce qu'ils sont mineurs et alors à ce moment-là, ils n'ont pas de casier judiciaire. Il faut faire très attention par rapport à ça. Est-ce que les ados ont le droit de fumer du cannabis durant vos sorties ou vos camps? Ah, ça, c'est une question. Ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend de sa consommation, ça dépend de comment on travaille. Donc, on a ici, c'est plus Inès qui gère ça. Quand on a un jeune qui est vraiment accro, ben, on prend tout ce qui est consommation, paquets de cigarettes et autres, et on travaille avec lui. Donc, au lieu de fumer 5 cigarettes par jour, on lui dit, écoute, quand tu as besoin, tu viens me voir. Et alors, on lui dit, écoute, fume la moitié ou fume juste une maintenant. Et puis, au lieu de fumer 5 par jour, tu vas fumer 3. Et aller dans ce camp-ci, tu vas peut-être fumer moins que ce que tu fumais avant, mais on va faire en sorte que tu vas arrêter carrément. Il y a eu des moments difficiles avec ça. Donc, il y a un moment où il était vraiment en manque, où il s'énervait vraiment. Allez, comme quelqu'un qui est accro. Donc, ça aussi, il faut gérer dans ce genre de situation-là. Oui, on essaye quand même de réduire sa consommation, mais quand on voit qu'il est vraiment accro, de temps en temps, faire quand même une petite exception, parce qu'on en a vraiment envie. On ne peut pas arrêter directement, en fait. C'est pour aller petit à petit avec les addictions. Il faut qu'il y ait une volonté de sa part. On ne peut pas venir chez quelqu'un et lui dire ouais, arrête. Il va te dire ma mère et mon père m'ont jamais dit d'arrêter. Et toi, tu viens, tu me dis d'arrêter, t'es qui, toi? C'est pour ça que c'est encore un climat de confiance. Et alors, on discute et tout. Et alors, comme on a appris ça, on l'avait appris à la formation, surtout moi, c'est de temps en temps de le laisser fumer, de l'accompagner dans sa consommation, tout en expliquant les risques qu'il peut avoir et tout en expliquant
financier qui perd, la santé, tout ce qui se fait pendant qu'ils fument, ben on le remet en question. Ouais, ouais, j'ai répondu. Ah ben, super, il me semble que vous avez répondu à toutes les questions. J'ai l'impression que ce webinaire pourrait continuer sans moi. Vous gérez ça parfaitement. On va juste passer au troisième et dernier temps, qui sera aussi la dernière occasion pour les encore 67 participants. Donc, ça va, on a perdu très peu de gens en cours de route. Donc, la dernière occasion de poser les questions. Alors, je m'en voudrais de ne pas partager ce magnifique slide de Superman. Hop, voilà. Donc, comme pour tout accompagnement, le terme le plus juste est accompagnement, hein, pour ce que nous avons effectué avec le service prévention Gansoren. En général, les formations, c'est des choses qu'on organise par nous-mêmes à Prospective Jeunesse et s'inscrit qui veut. Ici, quand il y a une phase d'analyse de la demande, qu'il y a une demande justement qui nous est adressée, on est plutôt dans du sur-mesure et plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'accompagnement que véritablement de la formation. Et tant pour les accompagnements que pour les formations, on prévoit évidemment dès le départ un temps d'évaluation, de retour sur expérience, en général entre 3 et 6 mois plus tard, pour voir dans quelle mesure les outils et compétences acquis lors de la formation ont pu être mis en œuvre. Donc, voilà les quelques phrases positives, mais on n'a pas fait de sélection publicitaire qui nous sont revenues. Donc, on a tous utilisé les outils à notre manière. Ça a renforcé la notion d'équipe. Hein, c'est quelque chose qui a été dit un peu par Yacine et Younes tout à l'heure. Nous sommes sur la même longueur d'onde et donc nous pouvons avancer ensemble, avancer avec Inter. Nous avons le sentiment d'avoir vécu une expérience collective. Et donc, là, je reviens une dernière fois sur ce que je disais, sur la nécessité d'établir un langage commun sur cette thématique très, comment dire, très susceptible de provoquer des désaccords, des polémiques, etc., qui est la thématique des consommations de drogue. L'établissement d'un langage commun est vraiment un préalable à un travail d'équipe réussi. Alors, oups, pardon, il y a ma souris qui est un peu autonome. Je vous avais promis en début de webinaire une belle histoire qu'allaient nous raconter Yacine et Younes. Est-ce qu'ils nous entendent? Oui, je vois que vous parliez. Désolé, parce qu'il y a un jeune qui est rentré. On était juste en train de lui expliquer qu'on était en webinaire. Okay. Tu pourrais poser la question. Oui, pas de souci. C'est juste que j'allais vous donner la parole et je voyais que vous étiez occupé. Non, c'est aucun problème. C'était le moment de révéler la belle histoire qui nous est revenue lors de la formation. Justement, c'est une raison de plus de faire, enfin pas de la formation, de l'évaluation, une raison de plus de faire un petit retour sur expérience 3 mois après. C'est d'entendre des belles histoires comme celle que, je ne sais pas si c'est toi, Yacine ou Younes. Je vais expliquer un peu et cette histoire va répondre à toutes les questions qu'on a eues. C'est une histoire assez complexe, mais qui nous a marqué énormément. Donc, je ne vais pas dire il était une fois, mais c'est plus un groupe de jeunes qui fumaient énormément de drogue, comme certains collègues ici expliquaient comment ils pouvaient faire. Donc, on avait un groupe de jeunes qui fumaient énormément de drogue. On a eu des parents qui se sont plaints du même quartier, donc ça a créé un conflit immense. Donc, on a dû faire des médiations avec ces personnes. Dans les grandes lignes, j'explique, ou s'il y a des détails que je me rappelle encore, j'expliquerai. Et ça a commencé donc on a fait la médiation, ça a calmé un peu tous les parents et les jeunes, mais il y avait toujours un jeune et un papa, ça n'allait pas. À chaque fois qu'ils se voyaient dehors, c'était insulte, c'était limite bagarre, donc on était tout le temps là, occupés à essayer de séparer, tout ce qui suit. Un jour, on discute avec ce papa qui est avocat, et donc on discute un peu et qui vient chez nous, qui nous dit, écoutez, moi je vais porter plainte contre lui, moi je suis avocat, voilà, moi les démarches que je vais effectuer, tout ce qui suit. Donc on essaye de calmer un peu, Younes essaye de calmer un peu le papa, donc ça prend du temps, hein. Donc c'est
un travail qui a été fait pendant pratiquement 6 à 7 mois. Donc, jour après jour, on est là, on discute, on discute, on discute, on rencontre le jeune qui menace, moi je vais aller lui brûler sa voiture et tout ça. Un jour, ce jeune se fait prendre par la police et il y a une erreur judiciaire. Donc, une erreur judiciaire, on lui dit comme quoi c'était lui qui était à tel et tel endroit alors que lui n'était pas à cet endroit. Donc, les caméras disent que lui, il est là. C'était tout un bordel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On doit chercher un avocat. Mais pour chercher un avocat, pour avoir les informations, il faut les moyens. Donc, on a commencé doucement, doucement à essayer de créer un certain climat de confiance entre le jeune et l'avocat. Donc, je pense que les travailleurs sociaux de rue savent un peu quand il y a un jeune, ouais, papa est avocat, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est pas lui qui va m'aider, moi, ci, moi, ça, moi, ça, moi, ça. Ça a commencé à chauffer, mais dans sa tête, il commençait à réfléchir parce que des fois, il allait chez mon collègue, il me disait, Inès, et tu crois que lui, il va m'aider? Donc, ça, c'est la phrase dès qu'à partir du moment qu'un jeune te dit, tu crois que lui va m'aider, il se prend pour qui, tu sais qu'il a besoin de son aide. Pendant, je crois, 3 semaines, 1 mois, on a fait des médiations chez nous au bureau, entre les deux, pour essayer d'arranger. Entre-temps, la justice était derrière le jeune, donc ça commençait à chauffer. Aujourd'hui, ce jeune ex-papa, il ne se lâche pas. Donc, le papa, avocat, nous a aidés. Donc, le jeune maintenant a repris l'école. Donc, là, il n'y a pas longtemps, on l'a vu, il a fait jury central, donc il a réussi sa 6e secondaire via le jury central et il fait des études de droit. Il a arrêté sa consommation et c'est avec lui qu'on essaie de travailler concernant les jeunes du quartier, donc ils passent chez eux. Et quand vous voyez la situation, en fait, il faut l'avoir vécu pour savoir que quand vous voyez la situation du jeune, comment il était, ses dents étaient noires, son style d'habillement, beaucoup de gens ont ça dans leur commune, mais quand quelqu'un est un gros consommateur de drogue et d'alcool et de roche, de tout ce qui… Ce jeune-là, il n'a rien laissé passer. Sa situation, elle nous rendait tristes. C'était même plus de l'énervement qu'on avait contre lui, puisqu'on savait qu'il avait les capacités et tout, mais on était triste parce qu'on s'est dit, un jour ou l'autre, celui-là, on va le trouver dans la rue, il va faire un coma éthylique ou il va mourir de drogue. Il a fallu qu'il y ait un déclic. Donc, comme il y a eu des deux côtés, on va dire, 2 pôles forts, c'était le plus, ça ne s'attirait pas, c'était la guerre. Tout le monde dans le quartier savait que ce jeune ex-papa, si l'un était dans la rue, l'autre devait traverser ou ainsi de suite. On ne pouvait même pas se voir parce que ça partait en insulte ou limite en bagarre. Et maintenant, ce jeune dit, ben, grâce à cette personne-là, moi, je fais des études de droit et il s'est inscrit en études de droit. Et c'est ce qu'on essaie de montrer un peu. C'est ce que je disais là tout à l'heure, c'est une question de temps, c'est une question de confiance. Il nous a fallu quand même 6 à 7 mois. C'était tous les jours le même travail. Maintenant, ce qui est bien, c'est que voilà, ça nous a aidés. Et la force de cette histoire, c'est que tout le monde dans le quartier en a parlé. Au début, tout le monde en a rigolé parce qu'il pensait que c'était du mytho et tout. Tout le monde a été vers le jeune pour voir un peu comment l'a aidé, parce que tout le monde est réticent. Vous voyez un papa avocat, et quand ils ont des problèmes judiciaires, ben c'est à cause de toi, c'est toi qui as été porté plainte contre moi, tu crois que je ne sais pas, et tout ce qui suit tout. Et ça s'est terminé en les gars, donnez-lui du respect, il est là pour nous aider. Maintenant, ce papa avocat aide pratiquement tous les jeunes ici. Donc, quand un jeune a un problème, ben, ils essayent d'aller voir, ils essayent de discuter un peu avec lui. Tout. Et j'ai appris, ben, je pense que c'était le quartier qui était un peu triste, j'ai appris qu'il est arrivé à sa retraite, qu'il va arrêter et qu'il va déménager, il va aller à la côte. Donc, les jeunes étaient un peu tristes par rapport à ça, en fait. Ouais. Et voilà. Dans les grandes lignes, parce que si je dois expliquer chaque jour comment ça se passe, non. C'est voilà, évidemment, toutes les histoires ne se terminent pas aussi bien, mais ça montre quand même, avec une dimension consommation dans la situation, comment un travail, un accompagnement régulier peut aboutir à des résultats quand même sacrément inattendus. Au fond, on a et ça correspond aux demandes des participants, je suppose. Hein. On est pas mal sorti des problèmes de consommation stricto sensu pour parler des problèmes de participation, de mobilisation des jeunes. Évidemment, il faut considérer Yanis et Younes comme des personnes ressources dont l'expertise dépasse de loin
les questions de consommation. Donc, si vous avez des questions alors sur ce troisième temps d'évaluation ou sur le premier et le deuxième temps que vous n'aviez pas encore posé, ou sur n'importe quoi d'autre auquel vous pensez que Yacine et Younes pourraient apporter des pistes de réponse, n'hésitez pas, parce que c'est là le dernier temps de questions-réponses de ce webinaire, suite à quoi il sera clôturé. Je crois voir qu'il y a une première question. Oui, tu la vois, Yacine? Avec votre expérience sur le terrain, quelles sont les techniques qui vous semblent les plus efficaces pour accrocher une personne, consommatrice ou non, vers vos locaux ou par extension vers des institutions, services d'aide? Si je lis, c'est dans la question, il y a la réponse. Pour accrocher une personne vers nos locaux, à savoir qu'un travail social de rue, en majorité du temps, n'a pas de local. Donc, on va à la rencontre des jeunes. Donc, nous, on a cette opportunité. Je pense que maintenant, de plus en plus dans les communes, il y a ça. À savoir que mon collègue Younes, 14 ans, qui se bat pour avoir un local indépendant du local de prévention. Donc, depuis on va dire, un petit 6 mois, 1 an, je crois, on a notre local qui est délocalisé. Donc, ça a aussi joué énormément pour la confiance avec les jeunes. Donc, ils ne doivent plus passer par l'accueil ou par la médiatrice scolaire ou par le coordinateur. Ils savent que Yacine et Younes sont dans leur local, il n'y a personne, je peux aller discuter avec eux. Avant, il y avait ce local, mais il était, on ne pouvait pas être souvent dedans. Il était un peu délabré et la commune a mis des moyens pour la rénovation. Donc, c'est vraiment agréable, accueillir des gens sans problème. En plus, il est au cœur des logements sociaux. C'est l'idéal, c'est d'aller dans le cœur, on va dire, des problèmes. On ne va pas dire que les logements sociaux ici à Gansoren sont le problème numéro 1 de toute la commune, mais c'est quand même où le social est vraiment représenté. Il y a vraiment beaucoup de demandes, hein. Pas que de délinquance, hein, des demandes de tout. Hein. Ça peut aller de problèmes de finances, surtout maintenant, ce qui se passe. Des problèmes de divorce. Des fois, on doit vraiment participer et discuter de tout. Et il y a aussi, bien sûr, le problème de délinquance, de petite délinquance, qu'on peut aussi essayer de régler et de gérer ici dans la commune. À l'époque, quand on n'avait pas vraiment ce bureau-là, ben, mon bureau, c'était le parc du quartier. On se rendait souvent. C'est là qu'on allait faire nos activités avec les jeunes. C'est là que tout démarrait, en fait. Donc, ils étaient là, ils étaient assis sur un banc, on allait vers eux. Demain, on va faire ça, ça, ça. Après-demain, on va faire ça. Les gars ne voulaient pas qu'on crée ce projet-là. Le projet foot, en fait, le tout premier projet foot, les premiers entraînements projet foot que j'ai eu, c'était des jeunes. Je l'ai créé dans le parc du quartier. Donc, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait rien du tout. C'est parti de là. 4-5 jeunes. Aujourd'hui, on est à bouche à oreille. On est à beaucoup. Pour les questions de techniques qui vous sont plus efficaces pour accrocher une personne, consommatrice ou non, la confiance. La confiance, ce que nous, on a fait de nos propres moyens et de la commune. Donc, la commune nous a mis aussi les moyens, c'est qu'on a mis une machine à café, on a mis un PC pour les jeunes, et ainsi de suite. Maintenant, je vois une question de concrètement, on m'autorise à mettre une chaise et quatre tables, ne pas laisser de matos, les gens vont voler des gars. Alors, Laurie, à savoir qu'il faut que tu fasses une grande différence quand tu fais ta demande entre un squat, parce que les politiciens voient ça comme un squat, ou ton bureau. Alors, j'explique que nous, on a carrément mis nos bureaux avec nos PC et notre imprimante et tout ce qui suit. Et on a mis une table ronde avec 4 chaises, un fauteuil que nous, on a ramené nous de chez nous, et on a mis une machine à café, un four à micro-ondes, tout ce qui suit. On a rendu ça notre local à nous. Donc, voilà. Donc, ce que nous, on demande aux politiciens, peut-être que chez vous, c'est autrement. Chez nous, les politiciens sont très ouverts d'esprit par rapport à ça. Donc, ils descendent souvent à la rencontre des gens. Donc, ils voient un peu comment ça se passe. Mais il faut savoir que quand on fait un entretien individuel, il y a un article de loi, je j'ai oublié c'était lequel, TSR, qui expliquait comme quoi la confidentialité, elle est primordiale. Donc, ça veut dire que même mon collègue et moi, des fois, il y a des jeunes qui veulent rencontrer que Younes ou me rencontrer que moi. À savoir, vous pouvez expliquer que les jeunes, quand ils viennent,
ben, ils ne vont pas vouloir rencontrer la médiatrice scolaire ou autre. Elle va se dire, celui-là, il a un problème s'il vient rencontrer les éducateurs de rue. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle on a délocalisé ça. Et ce n'est pas un squat du tout. Les jeunes ne rentrent que par notre autorisation et les jeunes ne rentrent que s'ils ont une demande. Ça peut arriver que des jeunes toquent, ouais, est-ce que je peux rester 30 secondes charger mon GSM le temps que je suis en train de boire un café? OK, pas de problème. Là, maintenant, pendant le webinaire, vous avez bien vu, à un moment donné, il y a des jeunes qui ont toqué, ils sont rentrés. Je leur ai dit, les gars, on est en plein webinaire. Ouais, c'est juste pour un café. Non, là, je suis en webinaire, tu vas. À savoir que nous, on a une maison de jeunes aussi. Hein. Donc, il faudrait que Laurie vous explique vraiment aux policiers que si vous n'avez pas de maison de jeunes, ben, ce serait bien d'en mettre une. Et de savoir que si vous avez un local pour vous, de un, c'est pour vous délocaliser. Essayez de trouver un endroit où vous serez au centre où il y a les jeunes. Nous, c'est ce qu'on a, hein. On a le local vraiment au cœur des logements sociaux où tout se passe. Il y a le terrain de foot en face, il y a la salle de boxe à gauche, la maison de jeunes. Vraiment, on est vraiment au milieu du tout. Et les jeunes, à partir du moment où les jeunes ont confiance en vous et où les jeunes se sentent un peu chez eux, ils ne vont jamais voler des Si je peux me permettre, des fois, on est à la salle de boxe. On donne les clés à nos jeunes pour aller chercher le matériel et ramener le matériel, alors qu'on a la sono, on a nos PC, on a tout, ils n'ont jamais volé, jamais touché, parce qu'ils savent en fait que c'est un endroit qui leur appartient, mais c'est un endroit où ils peuvent venir parler, discuter, se détendre de temps en temps, boire un café, rester, rigoler. Pas forcément que les problèmes. Hein. Donc des fois, c'est ouvert même pour discuter, pour rigoler. On reste ici des fois 1 heure ou 2 pour qu'ils terminent l'école pour un peu souffler. Et s'ils veulent faire leurs devoirs, on peut les aider, leur donner les PC à disposition. On n'a jamais eu de problème de vol. Et nous aussi, allez, on a tout fait aussi pour que ça ne devienne pas un squat. Mais ça dépend ça dépend de nous. Si nous, on leur laisse, on leur dit, voilà, faites ce que vous voulez, c'est moi que ça va devenir un squat. Et si directement, on met les règles, qu'on explique aux politiques, qu'est-ce qu'on va faire dans ce local-là et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce local-là. Donc, nous, à Gansoren, ils ont compris que voilà, ça n'allait pas être un squat et que ça allait bien se passer. Au début, on était, on va dire, quand même sous examen, ils venaient quand même voir et regarder ce qui se passait, mais vous voyez que le local, allez, eux-mêmes le nettoient des fois, on a un aspirateur à disposition, on a des raclettes. Des fois, eux-mêmes, quand ils voient que c'est ça, lui, il a renversé un café pour ça nettoyer et arranger leur local, parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas ce local-là ici, ben, ils ont une maison de jeunes, mais ce n'est pas la même chose aussi. La maison de jeunes, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ici, c'est vraiment ouvert aussi à tout le monde, mais dans le besoin. Alors, c'est la maison de jeunes, quoi. Pour ta question, les policiers avec qui je mets en place l'activité ponctuelle, du coup, j'ai du mal à placer un cadre, pas pour les jeunes, pour les politiques. Faites intervenir les politiciens dans vos projets. Ça veut dire que vous faites comme les politiciens vous demandent. Donc, ça veut dire que si on vous demande de faire un projet, et vous leur envoyez une invitation pour qu'ils puissent venir voir par eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où ils vont voir par eux-mêmes que ce qu'eux ont demandé n'a pas fonctionné et ce que vous allez mettre en place fonctionne, ils seront obligés de s'adapter. Parce qu'à un moment donné, ce que nous, on a fait quand même une table de discussion entre les jeunes. On a pris 1 ou 2 jeunes. Chez nous, les policiers, ils sont ouverts d'esprit. Ils ont cette approche et ils comprennent et tout ce qui suit. Donc, on travaille beaucoup avec eux. De temps en temps, quand on est avec les jeunes et que les jeunes ont quelque chose à dire, on leur dit, allez-y. Il est là, l'échevin ou le bourgmestre est là. Parle, dis-lui. On t'a pas entendu, Younes, je pense. Dit Laurie, je ne sais pas de quelle commune elle est, mais moi, ça, j'ai bien fait. Aller discuter avec les politiciens pour leur montrer vraiment la réalité des choses. Parce que, comme dit Yassine, ici, nous, on a de la chance à Gansoren. Les politiques réalisent la demande des jeunes et ce qui se passe. Et dans certaines communes, je sais que c'est des communes plus grandes. Nous, c'est une petite commune, on va dire Gansoren, et on a beaucoup de facilités. Farcienne, oui, c'est pas très grand non plus. À mon avis, c'est à peu près la même taille que Gansoren. Il faut savoir une chose aussi que nos politiciens, eux, ont mis en place, c'est qu'on n'est pas des policiers. Donc ici, nos policiers, ils savent que quand il y a un trafic de drogue ou qu'il y a quelque chose qui est grave ou quoi, on ne doit pas s'en mêler. Ils le disent par eux-mêmes. Et je pense que dans certaines communes, peut-être chez vous à Farcienne, je n'ai pas envie de m'engager dans quelque chose que je ne connais pas, donc je pense qu'on a l'impression qu'on met tout sur les épaules des éducateurs de rue, des travailleurs sociaux de rue, en leur disant, ben voilà, on veut plus ça, on veut que ça se passe comme ça, on veut que ça. Mais la réalité de terrain, elle est différente. Donc, pour moi, c'est bien de monter un projet avec les politiciens,
Ils sont… Faire un échange aussi Voilà. avec nous, hein, de venir aussi. Et nous, on peut venir chez vous. Hein. Comme les politiques discutent entre eux, donc On t'entend de nouveau plus, Younes. j'ai dit, on peut même mettre en collaboration les politiques entre eux, de Gansoren, de Farsienne. Gansoren pour expliquer comment eux fonctionnent avec leurs travailleurs de rue. Et Farsienne aussi, peut-être que là, ils vont peut-être dire oui, c'est peut-être une bonne idée ou pas. Après, voilà, je ne connais pas la population de Farsienne, je ne connais pas les jeunes de Farsienne. Mais voilà, à Bruxelles, c'est connu que les jeunes sont quand même assez difficiles. Là. Pas des enfants de cœur. Ah ben voilà, Laurie souhaiterait votre adresse mail. Je pense qu'elle est de toute façon publique. Hein. Si vous allez sur Service Prévention Gansoren, vous la trouverez. Ici, Laurie, on n'est pas des professeurs ou autres. Non, on peut donner quand vous êtes bloqué dans certains de vos projets, on peut vous donner des idées. Le seul truc qu'il faut savoir, ou des pistes, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que même en vous donnant des pistes ou autres, si ça bloque au-dessus ou quoi que ce soit, pour avoir toutes les pistes du monde, ça ne va pas marcher. Donc, nous, on pourra vous donner énormément de pistes parce qu'ici, on a le soutien des politiciens. Les échevins et tout nous donnent. Nous, ce qui a la différence, c'est qu'à l'époque, nos coordinateurs ou nos chefs de service bloquaient, on avait toujours le collège qui était là, qui descendait sur le terrain, qui voyait les jeunes, qui discutait avec eux. Donc, on avait vraiment ce rapport. Ils connaissaient le travail. Je vais bien donner l'adresse mail en privé. Numéro de boulot aussi. Ça marche. Je vous laisse gérer ça alors, dans le chat. Et j'ajoute, puisque moi je suis professeur, que l'article du code pénal concernant le secret professionnel, c'est l'article 458, si je me souviens bien. Voilà, comme ça, l'information est complète. Je ne vois plus de questions. Je vais faire comme un commissaire-priseur mais je n'ai pas de petit marteau pour dire adjuger, mais donc je fais un dernier appel s'il y en a qui souhaitent poser les questions. Et sinon, ce sera le temps des remerciements que j'entame déjà. Alors. À vous qui êtes restés si nombreux tout au long de ces 95 minutes, et en particulier, évidemment, à Yacine et Younes. J'ai l'impression qu'en plus, il y a quelques échanges qui pourront se faire entre travailleurs avec des réalités différentes. N'hésitez pas à nous tenir au courant si… moi, je proposerais que, voilà, parce que c'est soit on écrit dans le chat ici notre adresse mail, et alors pour ceux qui veulent continuer à avoir des questions ou autres, on pourrait vous faire des échanges, ou s'il y a des projets qu'on peut mettre en parallèle. Nous, ici, dans le projet Foot ou Box ou d'autres projets, on a travaillé avec Scarbeck, on a travaillé avec Molenbeek, on a travaillé avec Erbeek. Donc, on faisait des échanges, des jeunes qui allaient voir et des jeunes qui venaient chez nous. À savoir que nous, on est une commune un peu verdoyante par rapport à notre commune de Bruxelles. Les jeunes, c'était un échange et les jeunes s'échangeaient entre eux, on mélangeait les équipes et on discutait, on essayait de voir un peu quelqu'un qui est en difficulté avec quelqu'un qui n'est pas en difficulté. Enfin, c'est tout un travail que tous les travailleurs sociaux de rue font. Nous, on va peut-être faire un échange et on va aussi apprendre de chez vous. Donc, nous, on est partant pour tout. Super. Alors, si vous êtes disposé à la partager, n'hésitez pas à mettre vos adresses mail dans le chat. Et oui, Alice, il y a quelque chose de l'ordre de Twitch ici. Hein. Sachant que vraiment, on n'a pas à Prospective Jeunesse l'habitude d'organiser des webinaires, mais c'était très agréable. Donc, je vous remercie vraiment tous de votre participation. Merci Yacine et Younes en particulier, évidemment. J'imagine qu'on aura l'occasion de se revoir. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a une plateforme éducateur de rue qui existe. Moi, pas que je sache. Non. On a fait une formation il y a un petit temps, travail social de rue. Donc, on était tous les éducateurs de rue de Bruxelles pratiquement. On s'est rencontrés, c'était à l'ASBL Bravo à Laken. Ils ont un site sur Laken. On avait fait ça. Mais c'est vrai que pouvoir se rencontrer avec… on a aussi rencontré
d'autres éducateurs de rue dans d'autres formations en dehors de Bruxelles ou autres. Mais on a une plateforme de travail de rue. Mais pour ceux qui sont présents ici, ceux qui veulent nous rencontrer ou que nous on puisse venir, que ce soit avec les jeunes ou sans les jeunes, nous on est preneurs. Hein. Super. Bah, je vais le faire 10 fois, mais il me reste à vraiment tous vous remercier. Et donc, je vous rappelle que quand vous fermerez ce webinaire, il y a un questionnaire de satisfaction qui s'ouvrira. N'hésitez pas, sans obligation évidemment, mais n'hésitez pas à y répondre pour nous aider à encore améliorer le processus pour les éventuels prochains. Et merci beaucoup pour vos merci dans la discussion. Voilà, je laisse le webinaire encore quelques secondes. La famille dit de rien. Merci la famille. Et je vous souhaite en tout cas d'ores et déjà une excellente fin de journée à tous. Et encore merci à Yacine et à Younes. Et Merci à vous. Au revoir. à tout bientôt. Au revoir.